Et notre invité ce matin, c'est le Père Pedro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes prêtre catholique né en Argentine, de parents slovènes qui avaient fui le communisme. En 1970, vous vous rendez à Madagascar, vous êtes choqué par la pauvreté, le dénuement, l'abandon total d'une grande partie de la population. Leur sort va tellement vous émouvoir, vous allez vous installer sur place en 1975. Vous y êtes toujours aujourd'hui. Vous allez notamment œuvrer pour sortir de la misère d'abord les 25 000 personnes qui vivent et travaillent sur une décharge proche de la capitale, Tananarive. Et de cet engagement est née l'association Akamasoa, qu'on ne prononce pas du tout comme ça en malgache, ouais, Akamasu. Alors les Français, pour prononcer les noms malgaches, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Vous tentez de redonner une dignité à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants aussi. Et aujourd'hui, cette association, elle vient en aide à des centaines de milliers de personnes sur toute l'île. On parle d'à peu près 500 000 personnes. Avant de parler de l'association, avant de parler de votre engagement et du livre que vous venez de sortir, d'abord un point sur la situation à Madagascar, s'il vous plaît. Parce qu'on a finalement très peu d'infos, alors que le pays vient de traverser des années très difficiles, se retrouve dans une situation particulièrement précaire. Il y a le Covid qui a d'abord isolé l'île du reste du monde. Et cette très violente sécheresse qui, depuis 2 ans, fait des ravages à Madagascar. Il y a une importante famine en cours. Oui, Madagascar, il a subi déjà la sécheresse que vous dites. Depuis 4 ans, dans le sud de Madagascar, il ne pleut pas. Ensuite, il y avait le Covid qui nous a isolés du reste du monde. Il n'y avait pas de touristes. Ensuite est venu les cyclones. Les cyclones cette année, il y avait plusieurs cyclones qui sont passés dans la côte sud-est. Ils ont tout ravagé, tout anéanti, tout détruit. Eh bien, ce peuple malagasy, il se met debout. Il se met debout. Ça fait 50 ans que je suis dans l'île de Madagascar. Je suis arrivé pour la première fois en 1970. Eh bien, je vois un peuple qui veut se mettre debout, qui veut lutter, mais malheureusement, il y a tant de problèmes sur les problèmes climatiques maintenant, et les cyclones qui nous visitent tous les ans, qui détruisent tant de choses. Et ensuite, bon, on n'a pas jamais eu encore beaucoup de chance pour que nos élus là-bas s'occupent vraiment sur les problèmes sociaux, sur tout ce qui réfère à l'emploi, à l'éducation, à la santé, à l'adduction d'eau, l'électricité, l'assainissement. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. Alors, 90% de la population sous le seuil de pauvreté. De pauvreté, oui, ce sont les statistiques. Les gens ne sont pas aveugles. Elle fait quoi, cette communauté internationale, comme on l'appelle? Les communautés internationales, et moi, souvent, j'ai dit, elle est trop lente aussi à agir. Les grandes institutions, la Banque mondiale, les FMI, l'Union européenne, toutes ces associations, toutes ces agences qui devraient davantage aider plus vite. Et bon, ça traîne trop. Vous montez des dossiers, ça prend des années. Des années, j'étais déjà moi-même victime de cela. 18 mois pour un dossier, je dis c'est un projet de vie ou de mort. Quand j'ai écrit sur la décharge de Tana, où j'ai vu un millier d'enfants qui devaient se disputer la survie avec les animaux, eh bien, j'ai dit c'est un projet de vie de mort. Il me dit, monsieur, attendez. J'ai dit, attendez quoi? Que les enfants continuent à mourir? Non. Je pense que je m'adresse toujours aujourd'hui aux gens qui ont un cœur, qui ont la sensibilité, qui sont des humains. Et ces personnes existent en France, en Europe, partout, même à Madagascar. C'est pour cela qu'on lutte, on combat et qu'on écrit ces bouquins. Il faut résister. Résister à tout ce qui fait désespérer les gens, les difficultés de la vie quotidienne et tout ce qui opprime l'être humain. Moi, aujourd'hui, partout où je passe, je veux témoigner du courage d'un peuple. La pauvreté est là, mais le courage du peuple malagasy, que je côtoie depuis 50 ans, je ne peux dire que le défendre et l'appuyer et le dire « résistons ensemble ». C'est votre appel d'ailleurs. C'est un peu, pardonnez-moi pour le jeu de mots, c'est un peu « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais c'est bien sûr, à Akamasu, nous demandons 3 choses aux familles que nous recevons. Il faut travailler, il faut scolariser les enfants, il faut accepter les dînes, ça veut dire les lois qui sont votées par les villageois. Et si on travaille, si on scolarise les enfants, s'il y a la discipline, on va vaincre la pauvreté, on peut l'éradiquer. Nous le prouvons, pas avec des discours,
mais avec l'action sur une décharge que nous espérons qu'un jour va déménager, cette décharge, parce qu'elle est déjà dans la ville, toute capitale s'élargisse, eh bien, cette décharge doit disparaître, doit être déménagée ailleurs. J'espère que les autorités de l'État vont le faire. Résiste, c'est donc cet appel que vous lancez en compagnie de Pierre Lunel, avec qui vous avez déjà collaboré pour plusieurs ouvrages. 5 livres, c'est quelqu'un extraordinaire qui est un écrivain et qui veut mettre sa plume à la cause des démunis, des gens oubliés, mais que Dieu n'oublie jamais et que les gens du cœur n'oublient pas non plus. C'est un combat sans fin. Et bon, je veux témoigner de cela. Pour ces milliers d'enfants, 18 376 enfants que nous avons sortis de la décharge de la rue et qu'aujourd'hui sont scolarisés. Et que 33 ans plus tard, il y a déjà des médecins, des gestionnaires, des dentistes, des sages-femmes, des infirmiers. Voilà. Oui, parce que votre projet, il est global avec l'association que vous avez créée, qu'on pourrait appeler Akamasoa, c'était Amakasu en malgache, ça veut dire les bons amis. Vous avez fait plus qu'aider les populations de cette décharge immense en banlieue de Tananarive. Vous avez en gros créé une ville. Une ville où il y a dignité, où il y a joie de vivre, où les gens viennent, ils disent, les touristes qui passent, ils disent, mais ici on respire la paix. Ici, les enfants ne mendient plus. Une joie très forte que j'ai, c'est qu'aucun enfant d'Akamashu ne mendie plus. Quand les touristes viennent, ils disent, comment t'appelles-tu, hein? Et jamais donne-moi de l'argent, jamais. Voilà, la dignité retrouvée. Et la joie de vivre. Le peuple malagasy, il a une joie de vivre. C'est un peuple qui chante. Et quand un peuple chante, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. C'est quoi la philosophie de cette ville? De cette ville que vous avez créée? C'est l'amitié. C'est l'amitié et l'entraide, la solidarité. Madagascar c'était connu par la solidarité, par l'entraide, par les filles à Vanana. C'est le socle de la société malagasse. Mais l'extrême pauvreté a cassé un peu ce socle-là. Aujourd'hui, à Kamashu, on le récolte. On récolte cette vertu, hein, et c'est le bon côté de la société malagasse qui est l'entraide, la solidarité. On ne peut pas se sauver tout seul, on se sauve ensemble. C'est ça, vous les appelez à résister face à l'indifférence, l'injustice, le mensonge, la peur, et résister face à soi-même. Résister, mais quand on lit les conditions de vie de ces gens, on a surtout envie de leur dire d'appeler à l'aide. Les Malgaches, ils sont bien dépourvus aujourd'hui. Bien sûr, mais comme vous avez dit tout à l'heure, 90% qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Si tout le peuple de la Terre vivait aussi sobrement que le peuple malagasy, il n'y aurait pas des changements climatiques, il n'y aurait pas. Alors, c'est un peuple qu'il faut aider. Et aujourd'hui, la différence qu'il y a entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, entre l'Afrique, Madagascar et l'Europe, eh bien, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que ce n'est pas 1 à 10, c'est 1 à 100. Ça vous fait quoi de revenir à Paris quand vous mais ça, je suis toujours choqué. Et je dis, bon, merci à vous qui avez su créer une vie normale, où les ouvriers sont respectés, où il y a des aides pour les familles qui n'ont pas d'emploi, quand ils sont malades, il y a une aide aussi de l'État. Mais cela devrait être partout, dans tous les pays du monde. Et les Nations Unies devraient se préoccuper pour qu'il n'y ait aucun enfant sur notre terre qui a la faim dans son ventre. Et pourtant, il y a 800 millions des êtres humains qui subissent la faim. Pourtant, la richesse est là. Quel dommage qu'on dépense tant d'argent pour les armes et si peu pour le développement. Si peu pour le développement. Pour néantir, pour tuer, on trouve toujours des milliards, des milliards. Et pour aider les plus pauvres, qui aient un logement digne, qui puissent se soigner, qui puissent manger à sa faim, on vous donne des miettes, des miettes. Quand vous parlez de fabrication d'armes, vous parlez de la guerre en Ukraine. Ben bien sûr, vous avez écrit à Vladimir Poutine, vous avez écrit une lettre à votre frère Vladimir pour lui demander d'arrêter cette folie. Mais bien sûr, moi je suis aussi d'origine slave. Mon père et ma mère sont slovènes. C'est un pays slave. Alors, le deuxième jour, quand la guerre commençait le 24 février, le 25 au soir, je ne pouvais pas aller dormir, j'ai écrit une lettre.
Le lendemain, j'ai dit à un ami pilote français, regarde ce que j'ai écrit hier soir, dit partage-le, partage-le. Eh bien, on ne peut pas accepter aujourd'hui en Europe, qui est le berceau de la civilisation, qui est entre deux pays qui se disent chrétiens, orthodoxes, tous les deux orthodoxes et chrétiens, comment on peut s'entretuer? Il faut cesser cette guerre. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'étais devenu prêtre, j'ai dit que tout être humain, c'est mon frère et ma sœur. Alors, frère Vladimir, il faut que tu arrêtes cette guerre. Et un président, il n'est pas là pour tuer, pour faire vivre. Et les garants de la justice, de la dignité, de la liberté de tous ces citoyens, et les citoyens les plus oubliés, pas ceux qui sont déjà riches. Voilà, j'espère que notre frère, parce que c'est inhumain, c'est un humain, qui cesse cette guerre et que le peuple ukrainien qui aujourd'hui souffre un martyr, ce sont des martyrs, mais quel courage qu'ils nous donnent à tous aujourd'hui. Ils sont vivants aujourd'hui, ils ne peuvent pas être vivants demain. D'autant que ça a un impact sur la situation à Madagascar, par ricochet. Bien sûr, avec tout a augmenté à Madagascar, tout a augmenté. Et le pouvoir d'achat à Madagascar est infime. On ne peut pas parler des pouvoirs d'achat. On survit, on survit. Alors vous qui avez la chance d'avoir un bon pouvoir d'achat par rapport à nous, 100 fois plus, eh bien, pensez à ceux qui doivent vivre avec des centimes. Il faut aider. C'est un devoir humain d'aider notre prochain. Justement, pour vous aider, on peut aller sur perpedro.fr, l'association des amis du Père Pedro. En cherchant sur Internet, on trouve assez facilement, ou chercher l'association à Kamassoa, à Makassou, pour faire des dons, venir en aide à ces centaines de milliers de Malgaches que vous aidez régulièrement. Et je suis fier de la jeunesse de Madagascar. Nous avons déjà, comme je vous dis, plus de 18 000 jeunes qui sont debout, qui chantent, qui étudient et qui jouent le sport aussi, qui aiment le sport. Nous aimons beaucoup le sport à Kamassou, mais aussi l'environnement. Hein. Et plusieurs milliers de personnes qui sont sorties de la pauvreté, plusieurs dizaines de milliers, grâce à vous, Père Pedro. Et grâce à la bonté, la générosité de tant de personnes du monde entier. Et je rappelle le nom de ce dernier ouvrage coécrit avec Pierre Lunel, Résiste, point d'exclamation, c'est aux éditions Résistons du tous Rocher. À toute oppression, à toute violence, à toute exclusion, parce qu'aucun frère sur terre ne devrait être exclu. Merci beaucoup, merci. Père Pedro, pour cet appel qui, je suis sûr, sera entendu. Et merci à vous d'avoir choisi France 24.